Le port de Smyrne. Nous sommes tous regroupés là. Ma mère s'inquiète parce que je n'ai pas mis ma veste en lainage. Je me souviens avoir pensé, on va tous mourir peut-être, et ma mère a peur que j'attrape froid. J'ai 12 ans. La ville où je suis née, le quartier grec où j'ai grandi est en feu. Je vois les flammes ravager tout. Les maisons, les échoppes, le sporting club, les quais où on se promenait, mon école. Je n'ai rien pu emporter. Ni ma collection de timbres, ni ma collection de cartes postales, rien. On est parti très vite. Ma mère me chuchote qu'elle a réussi à glisser quelques bijoux dans sa culotte. Les soldats turcs sont tout autour de nous. Je les regarde avec défi. On nous fait monter dans une chaloupe. On doit ramer, repousser des corps. Le port de Smyrne. C'est la nuit, une nuit noire. Dans la ville, une odeur de pétrole. Le vent souffle si fort qu'il a propagé le feu. Dans la barque, mes parents, mes 3 frères et moi, regardons la ville brûler. J'entends des cris, des gens se jettent à l'eau, nos voisins, nos amis peut-être. On aperçoit un bateau, le Trouville. Le nom de ce bateau restera gravé en moi pour toujours. Je serre contre moi une boîte d'argenterie que ma mère a réussi à sauver et qu'il nous faudra vendre une fois arrivés à Beyrouth pour survivre. Je la retrouverai et je l'achèterai des années plus tard. Qu'est-ce qu'on vient de voir là? Des archives, une voix, et cette voix, c'est la tienne, je, et en même temps, c'est je que tu es et je qui est un autre. Là, c'était le début. Ah, c'est bon. C'est le début du film Izmirna. En fait, c'est une vidéo qu'on a tournée en conversation avec une poète et peintre qui s'appelle Etel Adnan. Et en fait, l'histoire d'Izmir, c'est que ce film, j'ai rencontré Etel il y a une quinzaine d'années à Beyrouth et sa mère était née à Izmir. Elle était grecque de Turquie, de cette ville, et son père était officier de l'Empire ottoman, syrien, officier de l'Empire ottoman. Et mon grand-père est né dans cette ville et il a dû quitter cette ville à 12 ans. Ils ont été obligés de partir, chassés par les armées d'Atatürk. Et Tel et moi, on a toujours voulu aller à Izmir ensemble et faire ce voyage, mais finalement, on n'a jamais pu le faire ensemble puisqu'elle est assez âgée, elle a 94 ans et elle ne voyage plus depuis longtemps. Et donc, on a fait ce film un peu pour se souvenir ensemble de ce désir qu'on a eu, mais aussi pour interroger un peu les notions d'appartenance, d'histoire, de transmission. Et donc, le jeu qui est au début de cette séquence, c'est bien sûr autant les histoires que mon grand-père nous a transmises, c'est lui qui est dans la barque et tout ça, mais c'est aussi la façon dont moi je les ai réimaginées. Je ne sais pas là où l'histoire commence et là où mon imagination finit. C'est une des préoccupations ce soir à partager avec vous, c'est précisément comment croire aux histoires qui sont racontées, comment réécrit-on l'histoire, et en l'occurrence, ce jeu un peu trompeur, parce que si on connaît Johanna, on sait que c'est ta voix, et tu adoptes un jeu qui n'est pas le tien directement, mais qui est le tien par génération interposée.
C'est comme un jeu un peu de miroir, parce que ça travaille un peu sur cette idée de transmission, mais ce sont des histoires un peu étranges, parce que quand j'ai commencé à travailler avec Khalil et Ethel sur ce film, on s'est vite rendu compte qu'en fait, cette famille grecque de Turquie, qui avait ces traumas un peu qui nous avaient été donnés de toute cette enfance, étaient des choses qui nous habitaient, mais qui en même temps étaient une histoire réécrite par mon grand-père, qui avait re-raconté cette histoire. Et en fouillant un peu plus, je me suis rendu compte qu'on était plutôt syriens, mais qu'on avait juste émigré depuis 2 générations à Izmir. Donc c'était comme une espèce d'identité étrange qui était une identité dont j'avais hérité, mais qui était aussi très intéressante à remettre en question. Spécialement qu'évidemment c'était l'Empire ottoman, c'était un moment de l'histoire qui aujourd'hui, dont on vit encore aujourd'hui au Moyen-Orient et au-delà les répercussions. Donc c'était très intéressant de parler de ça aussi. Khalil, toi qui montes le film, enfin, c'est un film commun. On peut le dire d'emblée, on va le reprendre, c'est que tout ce qu'on va voir, toutes les discussions que nous allons développer sont le fruit d'une collaboration étroite entre vous. Et on parlera un peu des conditions de cette collaboration depuis maintenant plus de 20 ans qu'est la vôtre. Mais en l'occurrence, expliciter un tout petit peu le choix de commencer ce film par ces images dites d'archives, ce noir et blanc, cette violence, le feu, et un côté spectaculaire qui appelle ce devoir de mémoire. Alors c'est un film sur... alors je m'approprie ce film au même titre que Johanna s'est approprié La voix de son grand-père. Pour moi c'est aussi mon film, même si ce n'est pas mon histoire. Donc c'est une appropriation d'une histoire qui devient mienne. Et ces images sont des images d'archives parce qu'il y avait dès le début un problème avec ces récits qui n'ont pas forcément d'image. C'est-à-dire que c'est des histoires. C'est pour ça qu'on parle souvent d'un imaginaire sans image. Il y avait très très peu de photos de Smyrne. On est allé chercher d'autres images qu'on a trouvées dans les archives de différentes institutions, mais dans la famille d'Ethel, il y a 4, 5, 6 images qu'on n'arrête pas de réinterpréter, de recontextualiser à chaque fois. Et ce rapport à l'image est central dans notre travail, à Johanna et moi, c'est-à-dire comment faire sans image ou avec une autre genre d'image. Et en l'occurrence, faire de ces images d'un drame, d'une violence, c'est des Turcs qui s'emparent de la ville, d'en faire un spectacle inaugural de ce récit et un peu inaugural ce soir de cette trajectoire avec vous. Partir de ces fragments d'images, de ces restes d'images, de ces ruines d'images, pour ensuite inventer des récits. Ce qui était assez extraordinaire, c'est que Johanna et Ethel parlaient de Smyrne régulièrement pendant des années, pendant une quinzaine d'années, avec ce désir constamment de faire ce film-là. On a mis à peu près 4 ans à le faire, en la filmant pendant ces 4 ans, cette conversation ininterrompue. Et Johanna et Ethel partageaient Smyrne au-delà de leur propre situation, c'est-à-dire qu'elles ne s'étaient pas rendues compte, en tout cas Johanna, j'en suis témoin ici, ne s'étaient pas rendues compte que Ethel et elle, leurs histoires étaient à l'origine censées être opposées, parce que Johanna est d'une famille de Grecs, et le père d'Ethel est de mère grecque, mais son père était dans l'armée d'Atatürk, était compagnon d'Atatürk, et ça n'a jamais fait problème, en fait, au niveau de leur amitié, de ce qu'ils partageaient, parce qu'ils partageaient cette perte, justement, la perte de Smyrne. Et il y a aussi un autre élément fictionnel qui interroge la fiction, c'est que sur les papiers d'Ethel, il est marqué qu'elle est née à Smyrne. Or, elle est née à Beyrouth, mais sa mère, par nostalgie, a insisté pour qu'elle soit née à Smyrne. Et en fait, cette idée-là était un peu centrale dans le film, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce qu'on essayait d'inventer, c'était un territoire qui était au-delà des nationalités, des nationalismes, qui sont quand même très à l'œuvre dans cette région et à travers le monde, et donc de se dire que ce qui nous lie est bien au-delà de cette histoire dont on a hérité et finalement dont on peut se défaire, parce que dans ce film, on interroge aussi cette possibilité de se défaire et des traumas et de l'histoire dont on hérite pour en faire autre chose. Et c'est pour revenir à ta question, ce jeu du début, c'est ce jeu que je m'approprie. C'est sans doute, je réécris une histoire à ma façon et je dépose des valises durant ce film aussi, les valises de tout ce passé qu'on nous a inculqué. Vous venez d'où? De Beyrouth?
Vous êtes libanais de Beyrouth, né à Beyrouth en 69. Vous habitez aussi en France, à Paris. Oui. Comment comprendre en quelques mots Beyrouth pour vous hier et aujourd'hui, avant qu'on ne parle de Je veux voir, qui est une exploration de Beyrouth, mais aussi du sud Liban après la guerre avec Israël, juste qu'on comprenne un peu le contexte dont vous êtes issu, dans lequel vous vous êtes réfugié. Enfin, il y a eu cette génération de réfugiés qui trouvaient une autre vie, une possible paix à Beyrouth. En fait, donc, mon grand-père est venu d'Izmir. Ma grand-mère était grecque de Turquie. Mon autre grand-père syrien. J'ai une grand-mère née à Beyrouth, quand même. Et Khalil a deux grands-parents palestiniens et deux parents libanais. Donc c'est un vrai mélange. Et nous, on est au Liban donc en 69 et on commence à travailler autour de l'image et à s'interroger au lendemain des guerres civiles libanaises, donc dans les années 90, avec cette nécessité de ne pas vraiment de qu'est-ce qu'on fait avec les restes d'une guerre civile et quand le pays est très vite en train de se reconstruire. Et c'est comme ça qu'on est amené à réfléchir sur la trace, l'histoire, l'image manquante, tout ça. Et on n'a pas fait, nous, d'école d'art ou de cinéma. Ça a toujours été quelque chose en nous. Mais on y est arrivé à faire ça par nécessité, un peu, pour se poser des questions, pour répondre à certains questionnements. Vous pouvez faire acte de candidature chez nous quand vous voulez. Hein, oui, je regrette. Tu veux compléter ce petit portrait de vous En fait, non, Johanna a résumé un tout petit peu la situation. Pour nous, ce qui était important, c'est on était presque le symptôme d'une situation très particulière. On fait partie d'une génération d'artistes qui avons dû faire face à ce que la violence avait fait à nos sociétés, mais aussi, pour Johanna et moi, on ne représentait pas tellement la violence, mais plutôt ce que la violence avait fait à la représentation, aussi bien aux images qu'à la narration. Donc tout notre travail s'inscrit justement dans cette interrogation sur essayer de rendre compte au maximum et le plus honnêtement possible de la complexité de ces situations-là. Donc il y a certaines histoires linéaires qui pour nous ne s'adaptent pas au Liban parce que la situation devient beaucoup plus complexe. Un héros chez nous, on va lui demander mais il vient d'où, il est de quelle religion, de quel background, qu'est-ce que faisait son père, ce qui n'était pas les questions qu'on pourrait poser à d'autres héros. Je pense que ce qu'on a voulu faire aussi, c'est se réapproprier des images, essayer de croire dans les images qu'on va produire, parce qu'il faut se mettre dans une situation où, à la fin des guerres civiles, on a une ville détruite et on ne sait pas trop comment raconter cette histoire qu'on a vécue. Parce que c'est une guerre civile. Pour mémoire, c'est guerre civile, 75-90. Date officielle, mais bon, voilà. Le nombre de morts, on ne le connaît pas exactement. Il y a beaucoup de disparus, il y a beaucoup de morts, il y a 150 000 morts. Tout ça, c'est des chiffres officiels, mais en 90, le sud du Liban est encore occupé. Voilà, donc nous, on commence d'abord par se poser des questions de comment on fait pour garder trace de tout ça. Faut-il garder trace de tout ça? Comment on passe en fait d'une situation de guerre à une situation de paix? Et quelle est l'histoire qu'on va pouvoir partager, étant donné que c'est difficile, après une guerre civile, d'avoir une histoire partagée, quand il n'y a pas de vainqueur aussi. Donc voilà, donc on commence en se réappropriant des images et en re-questionnant énormément les représentations. Donc tu improvises là, tu montes des images que tout le monde voit. Alors explique. Ça c'est un projet qui s'appelait Wonder Beyrouth, qui était un projet qu'on a commencé en 97 où il y avait véritablement tout d'un coup, après les guerres civiles, tout d'un coup, certaines cartes postales d'avant-guerre ont ressurgi comme si de rien n'était. La publicité d'ailleurs à l'époque du CDR, c'est-à-dire du Centre de la Reconstruction, était de montrer une horloge. Et il y avait un grain de sable qui venait la bloquer avec un décompte des années en 75. Et tout d'un coup, une main gantée venait enlever le grain de sable en 90. Et le mécanisme reprenait. Donc, quelque part, la guerre était ce grain de sable. Et nous, c'est dans ce grain de sable qu'on a dû travailler pour essayer de voir comment il nous avait constitué. Donc, dans cette série qu'on appelle Wonder Beyrouth, histoire d'un photographe pyromane, on avait inventé une fiction, celle de Abdallah Farah,
qui était le photographe qui avait pris les images avant les guerres et qui les aurait rendues conformes en fonction des événements, donc jour par jour, ce qui s'était passé pendant les différentes batailles. Ça, c'est une des batailles, la bataille des hôtels. On voulait en fait produire des cartes postales de guerre qu'on a distribuées de façon très... voilà, on a avec un très très grand nombre, disons. Et là, dans ce projet, ce qui est intéressant peut-être aussi de dire, c'est que ce personnage de Abdallah Falah, c'est un personnage qu'on a créé comme un personnage de cinéma. Un caractère, donc il est celui qui a pris les photos qui ont servi à faire ces cartes postales dans les années 60, donc une image totalement idéale du Liban d'avant-guerre. Il est celui qui va les brûler progressivement durant les guerres, mais il est aussi un personnage récurrent de toute cette série de Wonder Beirut. Il va faire des photos, il ne va pas les développer. Enfin, et pour nous, c'était un lien, parce que comme on est des artistes et des cinéastes, pour nous, c'est toujours très important de faire un lien entre notre pratique cinématographique et notre pratique artistique et brouiller un peu les pistes et les définitions qui sont parfois un peu trop arrêtées. Beaucoup trop arrêtées. Beaucoup trop arrêtées. Parlons-en à la faveur d'un film. Et après avoir parlé de ce film, vous serez bien sûr invité à intervenir, poser des questions et faire des remarques. Parlons de Je veux voir, qui est précisément un film qui bouscule les genres traditionnels du cinéma, qui veut opposer ou distinguer la fiction du documentaire. Est-ce qu'on regarde tout de suite l'extrait qu'on a choisi, Khalil? C'est possible? Rabia! Rabia! J'arrive. Alors? Je sais pas. Je ne sais plus où est la maison. Je ne sais plus. Totalement changé. J'ai passé mon enfance ici. Mais je ne connais rien.
Je ne sais pas comment t'expliquer. Il y a tant de choses que j'aimerais moi-même comprendre, mon chéri. Des choses qui me concernent, ce que je prouve pour toi. Ça n'a rien à voir avec le plaisir. C'est bien au-delà. Je ne te demande pas de me croire, mais je me suis jamais senti aussi proche de toi. Ah, je reconnais ça, c'était un monologue que je disais dans Belle de jour. Je l'ai vu plusieurs fois, moi. Mais en fait, je le connais dans les sous-titres arabes. Vous voulez que je le dise? Oui. كيف أفسر لك وأنا نفسي أود لو أفهم الكثير من الأمور يا حبيبي. أمور تتعلق بي وحدي. لا، ليست اللذة ما يربطني بك، إنما أبعد من ذلك. لا أطلب منك أن تؤمن بقولي، ولكني حقا ما شعرت قط بقربي منك كما أشعر اللحظة. Ça m'a semblé très joli comme ça. C'est curieux hein, comme on se souvient des fois de morceaux de films alors qu'on ne se souvient pas du prénom qu'on portait dans les films. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt qu'on a eu pour le film, l'importance du film. Comme ça, c'est très curieux. Mais on dit mon chéri ou ma chérie. Alors, Ben là, comme vous dites le texte, que c'est le mien et que c'est une femme qui s'adresse à un homme, vous êtes obligé de dire mon chéri. il faut que je dis avec ma chérie. Alors là, ça va paraître bizarre parce que c'est quelque chose que vous me dites à moi personnellement. Il ne va plus y avoir de décalage. Je ne sais même pas d'ailleurs si je l'avais entendu comme ça la première fois, si j'aurais réalisé tout le concept de dialogue. Qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il y a? ما بعرف Qu'est-ce qui se passe? بس مشي محل الدولي مشي محل الدولي Ok. في سيارة Ça va. Excusez-moi, hein, je ne Qu'est-ce qui savais s'est pas. passé? On a Il paraît qu'il y a des mines là. Non, là, comme cette route n'est pas sécurisée, on a préféré arrêter tout. Parce que Ah, c'est pas la bonne route. Non. Attention, il vaut mieux. Restez sur les marques. Oui, ça va. Sur les marques là. ما بعرف كنا عم نحكي وانشردت وشي. معلي C'est ma faute. C'est pas يلا Ça va. Merci. نزل السيارة. السيارة يلا ايه بس انتبه ضلك محل المنزل Non, mais c'est pas... Oui, non, ça va. Ça va. On avait prévu d'entrer par là et bon, c'est Pas la vraiment bonne route. comme les mines ne sont pas placées du tout d'une façon Oui, logique je et que sais, c'est des bombes qui ont envoyé partout, une route comme ça nous rassure pas du tout et on a préféré. Oui, bien ما في سين ما في إشارة. ما في شي مال لا. مش مهم خلاص تيه. هي هيك مظبوط ايه قرب ما تجي على النص خليك على محل الدريب ايه خلص وقف Ça mérite une cigarette. Je crois que je vais recommencer à Il y a plus de peur que de mal. Excusez-moi. hein. Mais non, mais je... بدك جبل تشرب شيء؟ لا بس Voilà cet extrait. Khalil, c'est incorrigible. On a dit qu'on arrêtait après le noir, mais tu as voulu montrer quand même le film d'action qu'est Je veux voir. Hein. Et le film d'action dont vous êtes les grands timoniers. On vous voit agir, intervenir. Est-ce que la route est minée? Est-ce que Catherine Deneuve est menacée dans sa vie? Racontez un peu l'idée qui consiste à explorer le sud Liban après la dernière guerre engagée par Israël. Comment est venue l'idée de découvrir ce territoire, la difficulté de le raconter en y intégrant, en y imposant une icône du Star System? En fait, quand la guerre a eu lieu, on était très très surpris. On était par hasard dans un festival. Et Joanna était membre du jury et je l'avais accompagné par amitié pour ce festival. Et on s'est retrouvés pour la première fois en train de regarder la guerre sur des écrans de télévision.
Et on avait trouvé qu'il y avait comme une sorte de rupture. On s'est vraiment interrogé qu'est-ce qu'on pouvait faire après. Il y avait comme un trou dans l'histoire. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'avait vu, et surtout à la lumière de ce que Hannah Arendt parlait de cette rupture dans la culture. Donc on a eu envie d'invoquer une icône de cinéma qui viendrait rencontrer une personne avec qui nous, on a beaucoup travaillé à Beyrouth, qui est Rabia Amroué. Et s'il y avait cette rencontre entre une histoire du cinéma et notre histoire ici, peut-être alors on pourrait se configurer après cette rupture. Il faut dire que c'était une guerre d'une très grande violence et très intense, très courte, enfin pas jamais courte, mais disons dans un temps court, et que finalement, ce qui était terrible, c'est que les images, on les voyait, elles circulaient à la télévision, sur Internet, mais ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait rien en fait. Et donc, on s'est posé la question, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Enfin, quel genre de film on peut faire? Comment on témoigne de ça? Surtout qu'on avait fait tous ces photos, tous ces films avant pour parler des guerres civiles libanaises et tout ça. On parle toujours de notre présent, Khalil et moi aussi. On a ressenti le besoin de voir de faire une sorte d'expérimentation étrange. Si on une personne qui vient du monde du cinéma, une sorte de cinéma comme ça, des choses, excusez-moi. Si on l'a... voilà, bon. Ça va? Ouais. Donc si on fait cette expérience de mettre un corps de cinéma dans des lieux qui ne voilà, des lieux qui sont dans une grande forme de destruction, et de voir comment ça va réagir. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va pouvoir voir l'image? Est-ce qu'on va pouvoir voir la destruction de nouveau? Et en fait, on est parti sur ce projet un peu comme ça. On n'avait pas du tout d'argent. Il fallait que la situation soit très précaire. Catherine Deneuve est venue de façon un peu folle, comme ça. On lui a écrit une lettre, elle est venue, et on est parti dans des routes qui étaient minées, comme ce que vous voyez, dans un moment assez dangereux. Et l'idée, c'était qu'il fallait que, comme le film parlait de cette précarité, de cette destruction, que tout soit dans une forme de précarité, de fragilité. On a travaillé de façon très précise sur ce film, puisqu'en fait, on a écrit un scénario après avoir fait beaucoup de repérages. Mais une fois que Catherine et Rabia étaient là, que l'équipe de cinéma était là, qu'on partait au sud du Liban, qui venait à peine de se relever de la guerre, là, on n'a pas donné ce scénario aux acteurs et on a mis des choses en place pour voir ce qui allait se passer et voir comme un dispositif en fait artistique, voir ce qui allait advenir. En fait, ce film est aussi venu à un moment d'une pensée profonde dans le pouvoir du cinéma. C'est-à-dire que Joanna et moi, on s'était retrouvés par hasard à la frontière entre le Liban et Israël, et on était venus pour faire une vidéo. Et tout d'un coup, parce qu'on avait mis un trépied, on avait vu l'armée israélienne, Tzahal, la UNIFIL, la FINUL, donc l'ONU, le Hezbollah, l'armée libanaise, qui nous ont tous mis en joue, genre on était en train de faire quelque chose de terriblement dangereux. Donc, et on a dû partir. Et on s'est dit, si on ramenait le pouvoir du cinéma, si on ramenait Catherine Deneuve, c'est comme ça qu'est venue l'idée, est-ce qu'on pourrait filmer à nouveau? Est-ce qu'on pourrait ouvrir une route, ne fût-ce que symboliquement? Donc c'est ce qu'on a. Le film a été pensé notamment dans une négociation avec le réel, où on essaye de faire advenir certaines choses, y compris symboliquement. Donc là, c'est exactement à la frontière où on s'est retrouvés. On a dit, on va filmer tout ce qui va se passer, y compris les négociations, et ça c'est la UNIFIL qui vient. Vous avez donné vos appareils, les jeunes. C'est bon. Merci. شلون
عن جد؟ هلا حنجيب كاترين حلت يعني اجى اذن من الاسرائيليين؟ ايه حلت خلص هلا عم يظبطوها رح ننزل على الطريق عم كمان؟ يظبطوها ايه هلا يلا اوكي Et ça, c'est la frontière? Oui, c'est la frontière. La petite route là, c'est qui nous rapproche le plus d'Israël là-bas. Il a un statut flou pour l'instant. C'est-à-dire? Normalement, c'est interdit de marcher là-bas, mais on a eu l'autorisation juste pour le film. Peut-être parce que vous êtes avec nous. Ça va être proche marcher là. C'est un sentiment bizarre pour moi. C'est un trou d'obus. Qu'est-ce qu'on fait là? Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un dispositif qui consiste justement à saisir une réalité qui est celle du Sud-Liban qui a été martyrisé par les bombardements israéliens, dans un dispositif de fiction, mais qui est mis en place pour d'autant mieux révéler ou chercher à avoir prise dans cette situation d'après-guerre. C'est-à-dire que le dispositif est quand même... Là, on est sur la frontière, on ne sait pas du tout si on va pouvoir passer, filmer ici. Il y a une route qu'on veut faire ouvrir, mais on ne sait pas si on va pouvoir l'ouvrir. Et ça, c'est enregistré, on n'a aucune idée de ce qui va se passer à ce moment-là. Donc c'est vrai que le film est fait de façon extrêmement étrange, parce que d'un côté, il est écrit, mais on a laissé le scénario de côté. Et on a tourné ces films, ces séquences-là dans une vraie interaction avec ce qu'il y avait autour et dont on n'était pas du tout maître, en fait. Mais avec cette idée très simple que nous tournerons tout ce qui se passera. Donc, en fait, l'ambassade de France nous a imposé un garde du corps pour Catherine Deneuve, qu'on a vu à un moment quand il y a eu des mines et que la voiture s'est égarée. Et donc là, le garde du corps a dû jouer dans le film. On nous a arrêté de filmer à un moment dans la banlieue, ça c'était dans le film. Donc le film prenait acte de tout ce qui se passait aussi. Mais en même temps, il y avait cette espèce de chose un peu étrange où on se questionne constamment entre ce qui est réel, ce qui est fictif, qu'est-ce qui est mis en scène, et du fait du dispositif même du film. Et en fait, dès le début, il y avait cette question de la fiction et du documentaire qui était très problématique chez nous, parce qu'on s'est rappelé cette phrase ô combien répétée et réanalysée différemment de Godard dans notre musique, où il oppose aux Palestiniens le documentaire et aux Israéliens la fiction. C'est-à-dire que quand le poids du réel devient très très fort, quelle est la place de la fiction ? C'est une question qui était au centre de nos intérêts. Et quelque part, la présence de Catherine Deneuve était une présence fictionnelle. C'est-à-dire qu'elle amenait de la fiction. Au début, quand elle nous a dit « Ok, je viens », nous, on avait jeté un scénario avec une lettre comme une bouteille à la mer, n'y croyant pas trop. Mais elle nous a dit « Oui, je viens ». Là, on a dû réfléchir complètement. Mais elle vient et quel rôle elle va jouer ? Et quel rôle Catherine Deneuve peut jouer après une guerre au sud du Liban ? Nous, ce qu'on voulait, c'était sa présence, c'était sa physicalité ici. Catherine Deneuve venant sans demander de salaire, par ailleurs.
Oui, oui. Il n'y a pas d'argent sur le film. Il faut qu'il y ait une précarité, parce que sinon, on a tourné 7 jours et il fallait qu'on soit dans cette fragilité extrême, parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner si on est totalement blindé, justement. Si on sait où on va, ou si on est tous confortables, en fait. On doit être dans... Il y a déjà... on est dans un lieu de danger, dangereux, et on doit être dans une prise de risque importante. Évidemment, il y a il y a une forme aussi, c'est-à-dire que ce que disait Khalil, c'est qu'à ce moment-là, on attend que la fiction revienne. C'est comme si dans des endroits où le documentaire est aujourd'hui, on ne peut plus que filmer du réel. Qu'est-ce qu'on va raconter ici? Il faudrait quelque part que la fiction puisse revenir. C'est elle qu'on attend, qu'on espère, qu'on essaye de provoquer dans ce dispositif. En même temps, et c'est pour expliquer le passage sur le noir et sur la partie après, cette rupture, ce n'est que dans cette rupture qu'on a besoin d'invoquer une histoire pour pouvoir se reconfigurer. Et ça peut être même l'histoire du cinéma. On croit à la puissance du cinéma et de l'art pour pouvoir se reconfigurer. Et c'est justement parce que c'est du cinéma ou des formes artistiques qu'on peut rendre compte de ce qu'on ne sait pas voir, de ce qu'on ne peut plus voir. Le film s'appelle « Je veux voir », mais en même temps, ça fait référence à Hiroshima où on n'a rien vu. Et en même temps, on parle des bombes à sous-munitions. Et les bombes à sous-munitions ne se voient pas. Elles sont là, mais elles sont latentes. Elles sont présentes, mais non visibles. Donc, et c'est, je crois, le travail des cinéastes et des plasticiens que d'essayer de rendre compte de ce qu'on ne sait plus voir ou de ce qu'on ne peut pas voir. C'est pour ça que le noir, pardon, n'est pas... c'est pas quelque chose qu'on a mis comme ça, gratuitement, mais c'est dans cette idée qu'à un moment, face à une telle violence, on est comme aveuglé et il y a quelque chose qui ramène l'image. Et c'est le monologue de Belle de Jour, le cinéma, l'interaction, une forme de beauté qui peut ramener la poésie, qui peut ramener, en fait, c'est le retour de l'image. Enfin, ce dialogue de Buñuel, mais en même temps qui est une forme de séduction entre les deux. Donc vous avez recours à ce dialogue pour que lui apprenne à dire ma chérie et pas mon chéri, quoi. Oui, c'est la fiction. C'est de la fiction. Et quand même, on est entre nous, la scène avec la route, avec les possibles mines, c'est pour de vrai ou c'est justement ce souci de la fictionnalisation? C'est que le vrai. Catherine Deneuve, dans le film, elle vient à un gala. D'accord? Le gala, elle n'est jamais venue pour un gala, mais il y a eu vraiment un gala. C'est-à-dire que le vrai devient un moment du faux. J'adore cette réponse, vous aussi. Est-ce que quelqu'un veut d'emblée intervenir? Vous êtes vraiment les bienvenus à tout moment, hein. N'hésitez pas. Questions, interventions de toutes sortes, non? On continue? Très bien. Attendez, micro. Il y a eu énormément de repérages. Reprenez la question, on ne l'a pas comprise. Le micro. Si, il marche. 1, 2, voilà. Écoutez, c'est bien ce que vous dites. Simplement, je me demande au départ comment vous faites pour choisir pour le repérage, c'est clair. Parce qu'on voit sur les cartes, des fois la sécurité c'est au jour le jour, donc vous devez bien avoir quelqu'un sur le terrain ou une aide. Je ne sais pas comment vous faites, comment vous travaillez. On a beaucoup été là, dans ces lieux-là avant de filmer. On a fait un très long repérage, on a une très grande équipe parce qu'il faut sécuriser. C'est quand même, on est vraiment à un moment. On voit bien, il y a toutes ces, on est juste à la frontière, il y a la FINUL, de l'autre côté il y a Israël, il y a le Hezbollah, il y a l'armée libanaise, il y a 1,5 million de bombes à sous-munitions. Donc évidemment chaque chose est très très encadrée. Mais nous on a été beaucoup en fait dans ces lieux-là pour refaire des repérages avant. On a écrit tout un scénario, puis on a enlevé le scénario. Et les acteurs n'ont pas eu accès à ce scénario, mais l'équipe savait à peu près où on allait. Mais il y a eu des interactions, c'est-à-dire que dans ces lieux-là, il y a eu des choses qui se sont passées qui étaient de l'ordre de l'accident. De l'imprévu. De l'imprévu, de l'accident, des choses. Mais c'est-à-dire que Rabia et Catherine, ils ne savent pas très bien, nous non plus, ce qui va se passer. C'est-à-dire l'équipe de la FINUL qui vient, ce n'est pas prévu, par exemple. Voilà, c'est des choses qui se passent, nous on enregistre. Mais au niveau de la sécurité, oui, il faut... Est-ce qu'ils sont venus parce qu'ils ont vu que vous filmiez ou bien? Parce qu'il y avait Catherine Deneuve. Ah, oui, Deneuve, d'accord, mais il avait son propre garde du corps. Je pensais par exemple à une situation pareille en Colombie. Maintenant, c'est en train de se calmer.
sais pas si ça serait possible. C'est pour ça que je viens en interaction avec vous. Oui, oui, non, c'est très compliqué de faire ça en fait, mais en même temps, c'est beaucoup de préparation et beaucoup d'autorisation aussi, et certaines qu'on n'a pas et qu'on essaye d'avoir à ce moment-là. Je vous remercie infiniment. Vous dire bien sûr que ces films, comme Je veux voir en particulier, sont accessibles aussi dans la vidéothèque de la Aide, et que ça vaut vraiment la peine de les voir et les revoir, ces films, tous ceux dont on parle ce soir. Et surtout, en l'occurrence, pour Je veux voir, puisqu'on a cette Catherine Deneuve avec cette espèce d'habit brun, un peu pas très beau, enfin pas très grande vedette. Elle a choisi. Hein. Vous étiez un peu déçu, vous. Hein. Moi, je voulais pas trop ça, mais bon, elle voulait à tout prix mettre ça. Bon, donc, mais ce qui est intéressant dans le film, c'est que à la fin, elle est transfigurée. Vous voulez qu'elle retrouve cette présence de la star. Et tout d'un coup, elle est habillée, maquillée, coiffée, et elle va être happée dans une mondanité qui, d'ailleurs, l'enquiquine beaucoup. En fait, c'est quand même un voyage qui nous a tous beaucoup transformés. C'est-à-dire, même elle est revenue beaucoup au Liban. Il faut savoir que Catherine, en fait, on ne sait pas toujours pourquoi on fait les choses, parce que nous, pendant tout ce temps, on se disait, mais pourquoi elle vient avec nous? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, il y a du danger. On n'est pas, voilà, on ne sait pas où on va, il n'y a pas de scénario, voilà. Et là-dessus, en fait, c'est aussi ce rapport qu'elle avait au Liban et qu'elle avait elle-même enfui, que sa sœur venait beaucoup au Liban, qu'elle aimait le Liban et qu'elle voulait l'emmener avec elle avant sa mort, et que c'est passé cette idée-là. Et elle a retrouvé cette idée pendant qu'on était en train de filmer, parce qu'elle n'arrêtait pas d'avoir peur dans la voiture. Il y avait donc toute cette situation de violence, de mine et tout ça, et elle avait peur de la voiture, et elle voulait à tout prix mettre sa ceinture de sécurité et faire mettre la ceinture à tous les gens autour d'elle. Donc c'était un peu... On ne comprenait pas, nous, pourquoi elle était aussi obsédée par sa ceinture. Mais ça, elle n'en était pas consciente sur le moment même. C'est après, une fois qu'elle a vu le film, qu'elle a compris ce genre de choses. Donc les films agissent comme des révélateurs des intentions de ses protagonistes, y compris des réalisateurs. Il y a dans l'histoire du Liban et de Beyrouth donc ces vagues d'immigration. Et parmi ces vagues, il y a une immigration qui vient de l'Arménie. Hein. Et lié à cette immigration arménienne se développent des rêves, une espèce d'utopie, d'hétérotopie pour dire ça encore plus précisément. Et on va en découvrir une grâce à un film formidable. On va découvrir un peu sa singularité. Ça s'appelle The Lebanese Rocket Society, puisque le Liban, on va le découvrir, dites-le mieux que moi, a été le premier pays arabe à développer le projet d'un missile. D'une fusée pour l'espace. Le missile, c'est pour l'armée, d'accord. Le missile, c'est autre chose. Justement, c'est tout ce qu'on a voulu dire dans ce film, justement, qu'on a fait juste après Je veux voir, en fait. On avait besoin de recourir aux rêves, un peu, et cette histoire, on l'avait depuis longtemps, un peu dans notre imaginaire, mais on ne savait pas trop quoi. C'est-à-dire le fait que dans les années 60, le Liban a un petit groupe en fait d'étudiants arméniens menés par leur professeur de mathématiques, Manoug Manougian, ont commencé à dessiner, à produire et à lancer des fusées pour l'exploration et la science. Ce qui était hallucinant, c'est que c'était des personnes qui venaient de partout dans le Moyen-Orient, parce que Manoug Manoukian est de Jérusalem, Rempart de Amman, d'autres de Syrie. Ils se retrouvent à Beyrouth et ils vont construire entre 1961 et 1967 une dizaine de fusées pour l'exploration spatiale. Alors, celle que vous voyez maintenant à l'écran, c'est la numéro 3, qui a une portée quand même de 450 km. Elles sont devenues de plus en plus performantes et ils les ont appelées Cedar, le cèdre étant l'emblème du Liban. Et ce qui d'abord nous a beaucoup intéressé dans ce projet, c'est que ces jeunes Arméniens, donc il faut savoir qu'après 1915 et le génocide arménien, énormément d'orphelins sont arrivés au Liban, se sont installés là, et ces personnes étaient... Les étudiants de cette université, c'était aussi les enfants, les petits-enfants de ces personnes. Et cette fusée, ils voulaient la donner au Liban dans un signe de gratitude.
et de reconnaissance. Et bon, nous, évidemment, le groupe de rêveurs, la fusée, l'espace, les années 60, la gratitude, on a embarqué tout de suite. Et surtout, c'était un projet qui, quand on a commencé à en parler, y compris à nos propres producteurs, etc., nous ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette blague ? C'est-à-dire que c'était une histoire qui était totalement oubliée de l'imaginaire collectif libanais. On dit au Liban, on a toujours l'impression qu'on n'a rien inventé, même pas un toaster, donc une fusée et qui en plus était performante, c'était impossible. Et surtout, quand on marquait fusée sur Google, comme on le montre au début du film, fusée libanaise. Une fusée libanaise, on ne voit que des missiles orientés vers Israël. Or, ça, c'était une université protestante dirigée par un révérend qui voyait un projet pour lui, pour la paix. C'est-à-dire que par l'éducation, on constitue un processus de paix. Donc c'était hallucinant de voir la réduction des significations d'un tel projet. Et quelque part, pour nous, c'était devenu quelque chose d'important, d'essayer de combattre cette réduction de sens et d'essayer de réactiver cette fusée au présent. Donc on en a fait un film qui s'appelle The Lebanese Rocket Society, qui est très étrange parce que à l'origine, c'est notre film. On a filmé un premier film, en fait, où on était persuadé que si tout le monde avait oublié ce projet-là, c'est parce qu'il n'y avait pas d'image. Donc avec notre directrice de la photo, Jeanne Lapoirie, avec qui on avait déjà fait 4 films, on avait fait un très très beau film, très mélancolique, sur l'absence d'image, avec des lents travelling, etc. Et par un pur hasard et à force de recherche, on est tombé sur tous les documents. Et pour la première fois de notre vie, on a toute l'histoire, toute la chronologie. Et donc, on a dû raconter cette histoire-là. Un film de déception, des images, alors que c'est vous qui l'écrivez normalement. C'est fou, ça, hein, c'est énervant. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas ne pas raconter l'histoire. C'était ça le problème, c'est qu'il n'y avait pas un manque d'images. On a beaucoup travaillé sur le manque d'images, le manque d'histoire, les traces, l'invisible. Et là, en fait, il y avait des protagonistes très âgés, qui sont pratiquement tous disparus aujourd'hui, hélas, et qui voulaient vraiment raconter leur histoire. Parce que c'est un projet qui a été très, très performant, mais qui s'est arrêté brusquement en 67. Certains disent que c'est la France, d'autres l'Amérique. Enfin, voilà. On les a obligés à s'arrêter, et c'était quelque chose... Et puis, il y a eu la guerre de 67, donc une guerre très importante dans le monde arabe, puisque c'est une guerre qui a mis fin aussi au projet, au grand rêve arabe, de nations arabes. Et puis il y a eu la guerre civile. Donc bon, ce projet, comme disait Khalil, c'est totalement retiré de l'imaginaire. C'est-à-dire que les gens ne peuvent plus se rendre compte, se dire que oui, on a fait des fusées, oui, on avait ce rêve. Et c'est une autre façon de se représenter. Et donc nous, on s'est dit, on va raconter cette histoire. Chacun va, avec des archives et une interview un peu classique, disons comme ça, de documentaire. Il va falloir le faire. Mais après, il va falloir déjouer ça aussi. Et comme vous êtes cinéaste et plasticien, vous décidez, dans le fond, de construire vous-même votre fusée, là. Oui. Alors ça, l'idée, c'était justement qu'à partir d'un moment, la question principale, c'était pourquoi on oublie un projet comme ça, qui était quand même, comme Khalil vous a montré, il y avait un timbre, il était première page de tous les journaux, mais même quand on en parlait autour de nous, c'était comme si c'était une fiction. On nous regardait, genre, ah oui, ils avaient encore fabriqué quelque chose, c'est pas vrai cette histoire. Donc on s'est dit, la meilleure façon quelque part, c'est de donner vraiment corps à cette histoire et de construire une fusée. Et de faire traverser cette fusée, de lui faire traverser la ville. Évidemment, c'est ce qui se passait avant. C'est-à-dire la fusée était construite dans l'université Al-Ghazian, cette petite université arménienne. Elle allait à Dbaïé, une région du Liban, et puis ensuite elle était envoyée, elle était lancée de là. Et nous, en fait, on s'est dit, on va faire le chemin inverse. Avec des amis qui ont une usine à Dbaïé, on a construit une fusée et on l'a ramenée à la Al-Ghazian. Mais l'idée est venue parce que...
معاكسة الواقع وإثارته وتحديه وتبديله كتحية لهالحالمين خلق صاروخ. بس هيدا منه سلاح، هيدا ثمرة شو مرة كنا بالماضي وشو ممكن نرجع نصيره اليوم، باحثين مثاليين وحالمين. Partie de travailler sur la science-fiction. Parce que dans le monde arabe, il n'y a pas énormément de science-fiction. Et on se dit, mais pourquoi ? Et là, on commence à imaginer avec cet animateur ces images-là de si la fusée avait continué, si le projet spatial ne s'était pas arrêté, qu'est-ce qui se serait passé ? Et donc, ce rapport à la science-fiction, c'est quelque chose qui était vraiment très curieux. Pourquoi on avait tant de difficultés dans le monde arabe à se projeter dans un futur qui, même s'il est dystopique, même s'il est utopique, quel qu'il soit, il y avait une difficulté d'aller de l'avant. Et c'est à partir de cette interrogation autour de la Lebanese Record Society qu'on a commencé à réfléchir sur même le mot de rêveur. Le mot des rêveurs, c'était dans les années 60, 70, en tout cas avec ces personnes-là, c'était des gens qui voulaient changer le monde. Aujourd'hui, un rêveur, c'est quelqu'un qui est en dehors du monde. Il y avait eu une mutation de ce terme-là, qui comme si il y avait quelque chose qui commençait à dégénérer. Puis par la suite, il y avait cette idée de contemporanéité. Manouk Manoukian et tous ces chercheurs, ils se considéraient contemporains d'une recherche mondiale qui avait lieu avec l'espace. L'espace était un ailleurs. Et donc, ils ne se sentaient pas... Ils se sentaient en phase avec eux. Et nous, tout d'un coup, on n'était plus en phase avec ce qui se passait. Donc il fallait... Dans le reste du monde. Voilà. Dans le reste du monde. Eux, ils ne se pensaient pas que la révolution, c'était une révolution mondiale. C'était pas là où chacun est dans ses particularismes. C'était aussi une façon de réfléchir à tout ça, de réactiver ça au présent, d'injecter ce passé, mais d'en faire quelque chose, pour surtout ne pas être dans un sort de nostalgie des années 60.
Oui. Montre encore quelques éléments alors animés de... Ah non, ça j'ai plus mis, Ah, t'en j'ai as fait plus autre Ah, d'accord. chose, parce que sinon il y a trop. Mais c'était, Oui, ça c'est en bon. fait, il y a des projets parallèlement. C'est le premier film aussi où on va faire rentrer des projets plastiques dans le film et qui vont interagir avec le film. Par exemple, le fait même de faire la reconstitution de la fusée, c'est un projet artistique à l'origine qui va agir sur ça. Ça, c'est l'album du président qui devient un des éléments. C'est en fait la Lebanese Rocket Society avait offert au président de la République libanaise un album de 32 pages qu'on voit en bas ici et qui va nous servir à reconstituer la fusée parce que c'est l'endroit où on aura le plus d'éléments qui par la suite seront imprimés et pliés comme avec cette notion de pli qui est propre à Deleuze. C'est-à-dire que là, en fait, ce qu'on a fait, c'est que à partir du moment où on a fait cette recherche, on a trouvé ces archives et on a imprimé la fusée que vous avez vue qui traversait la ville. On l'a recoloriée comme elle était à la base, donc avec le cèdre, un peu avec mais on l'a imprimée chaque fois de 8 mètres, parce qu'elle était de 8 mètres, mais on l'a repliée en suivant les pages de ce livre, cet album qui avait été offert au président de la République. Donc à chaque fois, on a toute la fusée, toute la mémoire, mais il faut la déplier. C'est un peu une réflexion sur cette idée de mémoire présente, mémoire absente. Mais après, comment faire une photo artistique à partir de ça? Et donc, le projet de la Lebanese Rocket Society nous a beaucoup permis de nous re-questionner sur la réactivation du passé dans le présent, y compris en faisant une série de photos. Donc, tout le monde nous disait « Ah, j'aimerais bien des photos du transport de la fusée, etc. » Mais on n'allait pas prendre des captures d'écran. Quand on a fait le transport de la fusée, on était paniqué, donc on a été le plus vite possible. On n'allait pas s'arrêter pour prendre de jolies photos. Mais l'idée était là et on a pensé à ce moment-là qu'on devrait rejouer ce qu'on a joué. Et à ce moment-là, on a développé le projet Restage. Le projet Restage consistait à prendre le même convoi sur le même chemin, mais au lieu de prendre la fusée en 3D, on va la prendre en 2D. Et là, elle ne fait plus peur du tout. C'est le petit truc que vous voyez au milieu, là. D'accord. Donc ça a l'air ridicule, surtout vu par des drones et des satellites. D'accord. Donc ils ne vont pas nous bombarder. Donc on refait le même chemin que vous voyez, mais où l'acte photographique va devenir un acte performatif. Donc, pour comprendre, le temps de pose de l'appareil photo est déterminé par le passage de la fusée et du convoi dans le cadre. Ça ne peut pas marcher du premier coup. C'est-à-dire qu'on est 3 caméras, 2 argentiques, 1 numérique. On met un temps de pause, on leur dit passer à une vitesse donnée. L'appareil numérique nous permet de voir le résultat. Et en fait, ça ne marche pas. Donc on leur dit, on est sur les autoroutes libanaises, donc on bloque l'autoroute, on fait reculer le truc, on refait passer le convoi. Et vous voyez toutes les tentatives ici pour avoir cette image. Ou celle-là. C'était un peu l'idée du reenactment, en fait. Donc, on a reconstruit une fusée, on lui a fait traverser la ville, et en fait, c'est encore une autre forme d'abstraction. On reconstruit, en fait, un modèle de la fusée, et on le fait retraverser la ville, et on voit s'il va rester des choses. Bon, ça, c'est des choses qui nous amusent beaucoup à nous, c'est-à-dire que c'est une sorte de temporalité on ne sait plus très bien comment ça... On va aller de plus en plus loin, comme ça, pour voir qu'est-ce qui reste, en fait, qu'est-ce qui demeure. Et c'est un travail parce que tu as commencé à nous poser des questions au début, un travail au niveau de l'archive. Et pour nous, justement, ce qui nous intéresse dans ce rapport avec ces images, c'est la façon de les réactiver au présent. C'est-à-dire de leur redonner une matérialité, une pertinence, une performativité. Ça peut être même parfois... Une fusée dans la ville, quoi. Mais elle est là, elle n'est pas là. Oui. Elle est visible, elle est invisible. C'est une trace. Qu'est-ce qui reste? Non, mais c'est très bien. Non. Ça peut être même à un moment dans le film, on a une conversation avec un des photographes qui s'appelle Asad Jaradi, qui voit une photo à peu près comme celle-ci et qui trouve qu'elle est complètement ratée. Et nous, on trouve que c'est une photo magnifique. Mais lui, il travaille sur l'événement.
Et en fait, il n'a que la trace de la trace. Nous, lui, il aurait voulu le décollage. Il dit, en fait, parce qu'à l'époque, le négatif, c'est cher. Donc, en fait, on ne peut pas comme ça rigoler avec un négatif. Et là, je suis nulle, j'ai raté constamment le départ des fusées. Et en parlant avec d'autres photographes, on s'est rendu compte que pratiquement tout le monde, tous les photographes, rataient le moment le plus important, celui du décollage des fusées. Et que pour nous, la fumée, là, comme ça, c'était super beau, mais pour eux, c'était une photo jetée. Donc, comme il ratait le décollage, on est reparti sur les photos des films Super 8 et Super 16 qu'on avait trouvés. On les a scannés. On a scanné les séquences. Avec la séquence, on a modélisé en 3D le nuage. Vous voyez, donc parce que comme on voit en 8 images, on peut voir le nuage se constituer. Et on a décidé d'en faire des sculptures. Donc la photo que vous avez vue là et celle-ci ne sont pas des photos, mais sont des sculptures. En fait, c'est l'idée de donner une matérialité à l'immatériel, de re-questionner en fait l'image, la sculpture, ce qu'on voit pas. Donc ça s'appelle, c'est cette idée-là qu'on a voulu travailler là. On aurait beaucoup d'autres choses à dire. Comment est-ce que le spectateur, nous-mêmes, sommes invités à découvrir les méandres de votre réflexion qui conduisent à ces représentations et comment donc, dès lors, vous qualifiez? Alors, par provocation amicale, je dirais que vous êtes comme d'autres des arnaqueurs. Hein. On ne sait jamais dans quel degré de réalité on est. Mais parlons justement des arnaqueurs, parce qu'ils vous intéressent beaucoup. Et vous avez développé un projet passionnant qui consiste à retenir et à faire mémoire de scams, qui sont précisément une partie émergée d'une stratégie qui est menée par des gens autrement malins. En fait, on a vu avec Je veux voir, déjà, c'est le rapport fiction documentaire. Avec Lebanese Rocket Society, c'est une vraie histoire qui était devenue une fiction. Et là, quand on a commencé à travailler sur les scams, c'était des arnaques, donc des fausses histoires, mais qui étaient terriblement efficaces parce que les gens y croient énormément. Juste pour comprendre un tout petit peu, chaque année, on a 2 milliards d'euros qui sont transférés des États-Unis vers l'Afrique de l'Ouest. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà reçu ce type d'email, mais j'imagine que oui. C'est un type de mails qui sont très fréquents, qu'on reçoit tous, où on vous explique que voilà, je suis la fille de Kadhafi, je suis le fils de Moubarak ou de je ne sais qui, et j'ai beaucoup d'argent dans un compte au Ghana, mais je ne peux pas le faire sortir, donc si vous m'aidez, je vais vous donner 20%. Et on ne sait pas pourquoi on a commencé à garder ces arnaques, ces scams, comme on les appelle, à partir de 99. On les a gardés sans trop savoir quoi faire avec eux. Mais on était un peu étonnés parce qu'on se disait que c'est comme des mini-histoires, en fait, des petits scénarios où les gens se donnent beaucoup de mal. Il leur arrive des tas d'aventures, il y a des meurtres, il y a des maladies, il y a tout ça. Et on les a gardés et on s'est rendu compte en faisant des recherches que ça venait d'une tradition très ancienne, une tradition du XVIe et surtout du XVIIIe siècle qui s'appelait la lettre de Jérusalem, où on a eu ce même genre de lettres au moment de la Révolution française, avec des histoires du type mon maître et moi, on traversait, on fuyait, on a caché un trésor, maintenant mon maître je ne sais où, moi je suis en prison, si vous m'aidez je vous donne 20% et tout ça. Donc c'est une arnaque très très vieille et qui fonctionne incroyablement bien. Alors ça, c'est ce qui nous a le plus étonné, c'est comment ça continue jusqu'aujourd'hui à charrier des millions à travers le monde et pourquoi les gens y croient. Et la croyance, c'est quand même la base de tout ce qu'on fait. Le cinéma, tout ça, je crois que c'est comment croire aux images, comment croire à une histoire. Et donc, on s'est intéressé beaucoup à ça. On a assemblé tous ces textes et on s'est demandé quoi faire avec.
Le texte, c'est un vrai texte qui a été, une lettre qui a été envoyée et que vous faites dire à qui? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a relu tous ces textes, on a choisi une quarantaine de ces mails, et on s'est rendu compte qu'en fait, ces textes racontaient une histoire alternative du monde, quelque part. Parce que ces arnaques étaient écrites surtout à des moments précis où... par exemple, quand il y a un problème en Syrie, tout d'un coup, il y a des arnaques qui viennent de Syrie. Quand il y a des problèmes en Russie, c'est parce qu'il faut que notre imaginaire puisse comprendre que oui, c'est possible qu'il y ait de l'argent au Ghana, oui, c'est possible qu'il y ait de l'argent en Russie qui est de façon illégale, en fait. Donc, quelque part, il y a un imaginaire de la corruption. Et cet imaginaire de la corruption, il est basé dans certains points. Et ces personnes qui écrivent ces mails et qui nous les envoient, ces scammers, quelque part, elles veulent qu'on y croie. Donc, elles vont situer leur mail dans certaines régions et pas dans d'autres. Et quelque part, en faisant ça, elles vont surfer sur les événements et elles vont raconter une histoire alternative du monde. Et cette histoire alternative du monde, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait dire à des personnes qui vivaient tous au Liban, qui ne sont pas des acteurs professionnels, mais qu'on a rencontrés et qui sont chacun venant de ces pays d'où ces mails étaient soi-disant émis, les ont joués. Et en fait, on a une sorte de chose très troublante quand on les voit. Et on a en fait... My dear friends, my name is Akhat Sesnitsky. I was a personal assistant to Mr. Mikhail Khodorkovsky, who was an owner of the largest oil company in Russia, Yukos. His company was ruined by Mr. Vladimir Putin. I'm writing this mail to you with a great sorrow in my heart. It will come as a surprise to you because you don't know me. But due to the unwanted nature of my situation, please bear with me. I'm 22 years old. My name is... C'est cette idée-là de jusqu'à quel moment on peut croire à ces récits et à quel moment, en fait, il y a quelque chose qui se brise et en fait, on n'y croit plus. C'est comme une suspension de cette croyance. Alors, tout cela fait l'objet d'une mise en situation. Il y a un concept d'exposition oui. et d'invitation aux visiteurs de découvrir ces récits. Expliquez, là, on est dans un musée. Là, ça s'appelle la rumeur du monde. Donc, le spectateur rentre dans une grande pièce où toutes les voies convergent vers le centre. Et puis, il va choisir une personne. Il y a une rumeur très, très forte, en fait. C'est oui, non, mais c'est là-bas. Ah. Voilà, vous voyez, il y a tous les... Et puis, on va choisir certains personnages et s'approcher d'eux jusqu'à que le son devienne parfaitement audible et singulier. Donc, on se retrouve dans un rapport de chant contre chant. Donc, on sort de la rumeur du monde pour avoir une histoire spécifique. Ce sont ce que nous, on appelle les anecdotes de l'histoire, c'est-à-dire que ce sont ces petites histoires tenues secrètes. En fait, cette idée aussi, c'est qu'on est continuellement bombardé par toutes les histoires qu'il y a dans le monde, tous ces conflits qu'on comprend mal. Donc, il y a une rumeur comme ça autour de nous. Et quelque part, dans cette pièce, où il y a tous ces sons, tout ça qui sort, qui sont assourdissants, c'est nous qui allons choisir une personne. Et les micros sont faits, c'est une installation sonore qui est faite de façon à ce que tout d'un coup, en s'approchant et en étant vraiment dans un face-à-face, on peut entendre. Attendez de notre part qu'on soit dans le dupe au point de commencer à jouer avec elle.
Mais en fait, elle est irakienne, parce que chaque personne aussi, c'était ça, venait apporter son expérience et approprier le texte. Elle est irakienne, chrétienne, qui a dû quitter l'Irak. Elle est réfugiée au Liban et elle a apporté sa propre émotion en fait à ce scam. Et c'est ça qui était très troublant, c'est-à-dire qu'on part donc d'une arnaque, une poubelle quelque part, qu'on va tout de suite jeter dans nos ordinateurs, a priori sans y répondre. Certains y répondent, mais c'est quand même assez heureusement rare. Et elle va s'approprier ce texte. Et certains faisaient ça, d'autres faisaient autre chose avec. Donc elle a trouvé une émotion en disant ce texte qui parfois est assez communicatif d'une certaine façon. Mais évidemment, il y a un moment où ça se brise. Et lui, ça c'était aussi le truc le plus fou, c'est que cette personne fidèle, pendant qu'on était en train de travailler avec lui, on voit qu'il disait très très bien ce mail, cette histoire, qui était devenue une histoire pour certains d'entre eux. Et on lui demande, mais comment ça se fait que tu dises aussi bien ça, cette histoire? Et on dit, mais en fait... Un texte qui n'est même pas écrit. Qui n'est même pas écrit, en fait. Là, dans son cas, il rajoutait des choses très intéressantes à ce qu'on lui avait donné. Et il nous a dit... Nous, on les avait coupés. On les avait un peu arrangés, quelque part. Et là, il nous dit, oui, en fait, j'ai été scammer, j'ai écrit ces textes quand j'étais au Nigeria et je suis partie du Nigeria et je suis au Liban, je suis coach sportif et j'essaye de m'amender en fait parce que j'ai arnaqué beaucoup de gens. Et là, bon, c'était quand même hallucinant de tomber sur lui, qu'il nous en parle et tout ça. Et évidemment, on lui demande s'il ne veut pas nous raconter un peu plus comment ça se passe et faire une petite vidéo avec lui. Have a good film. For you to have a good film, produced, the characters have to be very good also, because no producer or director would want to give out a film that is not, worthwhile, so that people, when they are watching it, they will feel, oh, this is real. Don't tell me this is a movie. So every move will have to keep the victim in suspense. So it's really another kind of movie. It's another kind of movie that you cannot really explain it. It's a never-ending story. The story about it does not end, because there are a whole lot of people who are very much good in what they do. So, and this scam job, you have to be smart. For you to convince someone you've not seen, for you to convince someone you don't know, for you to convince someone that you might not even see, but we pay whole lots of money to you, you have to be smart. So it's a magical move. C'était assez impressionnant en fait que Fidel parlait de scam comme de film. Pour lui, c'était ça le rapport. Et ça, quand on commence à travailler quelque chose, en fait, on ne sait pas très bien où on va. On a l'intuition de quelque chose. Alors, on rassemble ces scams, ces arnaques pendant des années, mais on ne sait pas quoi faire avec. Puis on se dit c'est une matière intéressante, chaque quelque temps on les lit, puis on les remet dans l'ordinateur, on crée des dossiers, on les appelle genre des aides pour devenir riche, projet arnaque, on ne sait pas trop quoi faire avec. Et puis après on se dit, ce qui est totalement virtuel, on va le personnifier, en fait, donner à des acteurs pour qu'ils jouent. Et finalement, on se rend compte en parlant avec Fidel, cet arnaqueur-là, que lui, il a toujours vu ça comme un film dans sa tête, avec bien produit pour que les gens puissent y croire, avec de bons accessoires, avec un bon scénario. D'ailleurs, plus loin, il raconte comment s'habiller, quelle montre mettre, quelle cravate, quel costume, pour effectivement donner le change, pour apparaître comme quelqu'un de riche qui propose une vraie affaire financière. Il dit il faut s'acheter une Rolex, et puis s'acheter de bonnes chaussures, et voilà, ça c'est déjà 2 accessoires. Il a son personnage, puis chacun joue un caractère, parce que celui qui est derrière l'écran, il peut interpréter qui il veut, en fait.
C'est ça. And spend every little money we have just to get something that would make you be attractive. Someone could get a gold watch for $10,000. And if you see my Rolex for $10,000 and I'm wearing a shoe of maybe $15,000, which is from Giorgio Armani, and I meet with you one-on-one in a cafe, and I tell you this is the business I do, I'm a scammer, definitely you're going to fall into my nest. Because he has not been really wind into it. There are guys who are very good to talk you into it. We have them. We have every sector of the business has character that can manage that sector. It could be a lady. It could tell a lady, talk to him. Tell him all about the business. While he's talking to you, who is telling us that how could people believe in this? So I might come around to sit down with you guys on the same table. I just put my hand on the table and you see what I'm wearing and she tells you this is my business partner. Why won't you believe? Seeing is believing, they say. So if you see it, you will believe. It's just that someone has not been pushed to believe. If he is pushed to believe, definitely he will believe. Till tomorrow, people are still believing in it. Until today, people are still falling victim. Très longtemps, on a pensé que les gens croyaient à ces arnaques parce qu'elles étaient naïves. En tout cas, c'est ce que nous, on pensait, jusqu'à qu'on se rende compte d'une autre dimension qui nous a beaucoup perturbés. À savoir que le gouvernement américain a fait pression sur le Nigeria pour qu'il fasse une loi contre les scammers. Ça s'appelle la 419. D'ailleurs, on appelle ça des arnaques 419. C'est le numéro de la loi là-bas. Donc les arnaqueurs n'ont plus arnaqué de chez eux. Ils allaient dans des cafés Internet d'où ils envoyaient leurs emails. Des groupes d'Américains ont commencé à leur répondre, mais en leur répondant à des questions tellement spécifiques que les arnaqueurs devaient perdre du temps pour répondre à cette question spécifique. Et ici, le temps, c'est de l'argent. Et petit à petit, ils ont commencé à leur demander des choses de plus en plus spécifiques et ce qu'ils ont appelé des trophées. Il est très curieux que ces trophées étaient la plupart du temps liés au monde de l'art. En fait, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a eu une nouvelle dimension quand on a fait cette recherche. C'est que là, on voit bien quand Fidel parle comment petit à petit, on peut embobiner quelqu'un. Mais ce désir de croire est très étrange parce que une fois que vous avez répondu à ce mail, vous ne pouvez plus vraiment revenir en arrière. Et on peut dire, comme disait Khalil, que vous êtes naïf ou que vous êtes laissé faire ou que vous avez besoin de croire, que vous voulez vous amender parce que vous voulez aider quelqu'un en Afrique. Enfin, il y a plein de raisons. Mais ce qui était très perturbant, c'est quand on s'est rendu compte que les arnaqueurs eux-mêmes étaient arnaqués par d'autres. Ce groupe d'Américains dont Khalil parle, qui se font appeler des scam beaters ou des scam eaters, et dont le but, c'est arnaquer les arnaqueurs. Donc là, tout d'un coup, on est dans une dimension où on se questionne sur qu'est-ce qui fait qu'on croit, qu'est-ce qui fait qu'on continue, et quelles sont ces relations qui passent à travers Internet et qui font qu'on répond à des gens qu'on ne connaît pas et on a une relation très forte avec eux finalement. Et les trophées, comme ils vont dire, peuvent être des performances, comme ici, des sculptures. Alors là, c'est par exemple, c'est le portrait du scam beater qu'il envoie en Afrique en disant « Je suis en fait un collectionneur et je vous demande de me faire cette sculpture, comme ça vous gagnerez la compétition artistique que je fais. » Le scammer va trouver un sculpteur, la faire, l'expédier aux États-Unis. Et là, le scam beater va continuer en me disant « Mais elle est arrivée et il y avait un écureuil dedans qui me l'a mangé. » Ça paraît gros. Ce qui se passe, c'est qu'ils répondent donc les scam beaters qui veulent arnaquer les arnaqueurs répondent en disant « Je ne peux pas vous aider en vous donnant de l'argent, mais on va
entrer dans une relation différente. Et là, c'est une très longue correspondance en fait qui s'ensuit. Comme disait Khalil, il faut qu'il leur fasse perdre du temps et de l'argent et avoir amener le scammer à faire la chose la plus inutile, qu'ils mettent dans des sortes de forums qu'ils appellent le trophy room, où chacun va faire une surenchère de plus en plus forte sur où est-ce que je peux amener quelqu'un à aller au-delà et donc il y a certains qui font des sculptures, donc beaucoup de choses qui ont rapport avec le monde de l'art, de la peinture, des sculptures, des performances. Ils rejouent des Monty Python qu'ils leur demandent de mettre en scène. Rabbi Jacob dans un village de Lagos, des trucs fous, et en même temps où se rejoue quelque chose de post-colonial, de très bizarre et de très étrange. Cette idée qu'en fait, comment certaines personnes osent arnaquer des hommes, parce que la plupart des Américains se laissent beaucoup prendre dans cette arnaque. Donc il y a quelque chose qui se joue, qui tout d'un coup, ça devient des relations très bizarres aussi, de nouveau un rapport racial, un rapport colonial. Ça nous a beaucoup étrange. perturbé, nous. Pourquoi les gens y croient, etc. Et comme on commençait à travailler là-dessus depuis un certain temps, j'ai découvert que le père d'une de mes meilleures amies, qui est un très grand médecin, était complètement arnaqué. Et depuis longtemps. Répondait à ses mails, envoyer de l'argent. Je parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. D'accord ? Et donc là, un médecin, chirurgien en plus, qui se fait arnaquer, je vais le voir, je lui montre tous les documents. Et il me regarde comme ça, il me dit, je te rappelle demain. Et le lendemain, il m'appelle et il me dit « Avec moi, c'est différent ». Et là, tout d'un coup, on a remarqué que la question qui se jouait ici n'avait plus rien à voir avec de la naïveté ou autre chose. C'était avec le désir de croire, ce contrat implicite qui relie une personne avec n'importe quel récit. Ce qui est passionnant, et on ne fait qu'esquisser tout ça, survoler, c'est qu'entre le début de votre curiosité, qui consiste à collectionner ces scams, jusqu'à l'exposition de ce questionnement que le vôtre fait d'étonnement, de stupéfaction, il y a tout un parcours de création, d'improvisation, et tout cela se développe non pas à partir d'un concept unique et inaugural. Tout ça se développe en cours de route. Oui, on ne sait pas du tout où on va en fait au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début, on a, comme je disais, on assemble ces textes, mais tout d'un coup, on a la sensation qu'en fait, c'est des questions continues de cinéma. Pourquoi on croit à une pièce de théâtre en sachant très bien que c'est faux? Pourquoi on croit à un acteur qu'on connaît par cœur qui joue un rôle? En fait, c'est ces mêmes histoires, en fait. C'est la même chose qui est là. Donc, on met en scène ces acteurs qui vont dans la rumeur du monde, mais aussi on s'interroge sur ces possibilités d'arnaque, sur cette croyance. Un philosophe qu'on aime, oui, vas-y. Je t'en prie. Un philosophe qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Jacques Rancière, dit très clairement, il parle de ce que c'est que ces croyances en fait nous empêchent d'être cyniques, de tomber dans une forme de cynisme. Ce sont des croyances à faible intensité, comme celle du cinéma, comme ces contrats qu'on passe en fait entre les uns et les autres pour ne pas rester chez soi. Donc, et en fait, ce qui était très fort dans ce projet pour nous, c'est qu'après donc avoir trouvé cette histoire d'arnaqueur à arnaquer qui était assez hallucinante, parce que là, on vous en raconte un peu, mais si vous les suivez, c'est assez fou. C'est en parlant surtout avec ces personnes qu'on avait rencontrées pour dire les scams, qu'on s'est rendu compte que leurs histoires étaient bien au-delà de tous ces scams. Toutes ces personnes qui étaient déplacées au Liban, ces Irakiens qui attendaient leurs papiers, ces Syriens réfugiés, par exemple Omar et Younes, deux personnes nées au Liban, mais de mère philippine ou d'une autre, où lui avait une mère un père africain, une mère philippine, et lui pareil, qui était né au Liban, mais qui n'avait pas de papier, parce que leurs parents étaient mariés avant. Donc ces personnes-là, quelque part, leur histoire ont semblé encore plus folle et encore plus incroyable que celle des scams. Dans ces mêmes rapports d'extraterritorialité, c'est-à-dire ils sont là sans être là, dans une virtualité où ils ne peuvent pas disposer d'eux-mêmes. Et ça nous a en fait totalement bouleversés. C'est-à-dire on est parti d'une arnaque
on s'est questionné sur la croyance et finalement on est arrivé sur juste de l'humain qui est entravé dans sa territorialité. Et dire donc, et ça se sent, ça se voit, ça se repère dans votre travail, c'est que jamais il y a de cynisme, ni de volonté de faire de la leçon, ni de la volonté de porter un jugement de valeur, mais plutôt de déplier la complexité de situation à travers justement le processus de création qui rend compte de cette profondeur des phénomènes. Oui, l'idée est de suivre, en fait. Souvent, quand on fait un film, surtout quand on travaille ce qu'on appelle le documentaire, il y a une partie de nous-mêmes qui veut prouver quelque chose, qui veut prouver que, oui, alors, je veux amener cette personne à dire ça, je veux montrer cette idée, même quand c'est une idée très forte qu'on veut défendre politiquement. Mais d'une certaine façon, on essaye, nous, de ne pas être du tout là-dedans, mais d'essayer de comprendre. C'est un peu ce qu'on essaie d'expliquer dans le processus de « je veux voir », tout ça, c'est qu'il y a des choses qu'on sait, mais une fois que ce savoir est établi, on peut le mettre de côté et aller à la rencontre, parce que c'est là où il y a beaucoup plus de choses qui vont advenir. Et c'est à peu près ça, c'est-à-dire, nous, ces personnes, nous ont finalement totalement bouleversés. Et on a fait une grande partie de ce projet, c'est elles, tout simplement, qui racontent leurs histoires. Il n'y a pas de questions, tant mieux. Enfin, tant mieux. Non, parce qu'on arrive au bout du temps donné. J'aimerais absolument qu'on insiste sur votre dernier travail, qui est actuellement exposé à Beaubourg jusqu'en début janvier, qui est ce prix que vous avez reçu, le prix Marcel Duchamp, avec 4 autres artistes. Et ce projet s'appelle Inconformité en français. Ça vous ressemble tout à fait d'être dans l'inconforme. Et il s'agit là de raconter en quelques mots. C'est un travail aussi passionnant. Est-ce que tu pourrais montrer au début le film qu'il y a? Il y a un petit film, Palimpseste, là, qui fait une douzaine de minutes. Voilà. Ça, c'est en fait ce qu'on appelle un carottage. Et on a commencé à s'intéresser à ces carottages il y a quelques années, par hasard, un ami qui est carottier. Et en fait, on s'est rendu compte que quelque part, ce qui était extrait de la terre, avant c'est obligatoire avant chaque construction, chaque réhabilitation, on doit faire ça pour voir comment est le sol, est-ce qu'il est friable, est-ce qu'on peut faire des parkings, des choses comme ça. Donc ces carottages vont très profondément, à 15 mètres, 20 mètres, puis ils sont mis dans des boîtes, comme celles que vous voyez, et ensuite ces boîtes-là sont analysées, et après leur contenu est jeté. Et on s'est rendu compte que quelque part, ce qu'il y avait là, c'était tout ce qu'il y avait sous nos pieds et qu'on ne voyait jamais. Encore une histoire d'invisible, mais que ça racontait aussi quelque part l'histoire de certains sites, de certains lieux. Non seulement l'histoire humaine, l'entropie, mais aussi la géologie, l'histoire de la Terre. Et donc on a commencé à se passionner pour ces boîtes, ces carottes. Alors ça, c'est la façon dont c'est exposé en ce moment à Beaubourg. Très souvent, on entendait parler au Liban, du fait que le Liban a été détruit 7 fois, reconstruit 8 fois. Et donc on avait l'impression qu'on avait affaire à des strates, que si on forait, on aurait une sorte de millefeuille des différentes couches. Mais en fait, on se rend compte très vite que ce n'est pas des strates, mais des actions.
Et ces actions sont déterminées parce qu'une strate peut détruire une autre. Et aujourd'hui, on est en train de tout détruire parce qu'on va tout enlever pour mettre du béton. Donc on a eu envie de constituer, il y a 3 ensembles d'œuvres. Il y a ces grands tubes que vous voyez ici qui sont des time capsules, c'est comme ça qu'on les a appelés, qui sont en fait des prélèvements qu'on a reconstitués en fonction des histoires qu'il y avait dans ces lieux-là. Une fois qu'on les a reconstitués, on les a par la suite développés. 3 lieux, les 3. Oui, il y a 3. En fait, on a travaillé sur 3 villes, Beyrouth, Paris et Athènes, qui sont les 3 villes un peu où on a vécu, ou celles de notre imaginaire. Et on a travaillé avec des archéologues et des géologues. Et c'est eux, en fait, on a récupéré des carottages de plusieurs sites. Dans ces sites, il y a plusieurs carottages qui sont faits à diverses profondeurs. Et avec les archéologues et les géologues, on les a recomposés tout en suivant toujours les séquences chronologiques et avec les matériaux authentiques quelque part. Et ce qui fait que vous pouvez traverser, disons, là, ce qu'on a montré à Beaubourg, il y en a qui sont là où il y a le Louvre, juste à proximité du Louvre. Donc vous verrez tout ce qu'il y a sous vos pieds. Au musée de Cluny, puisqu'on a récupéré une longue carotte de là-bas, et en Grèce, à Monastéraki, et Place des Martyrs à Beyrouth. Et donc, en fait, notre idée, c'était comme ça qu'on pouvait se promener dans cette forêt de carottages qui sont en fait le temps passé, le temps qui est en dessous, et ce qui sont surtout des pierres qui montrent tous ces cycles de violence qu'il y a eu, de construction et de destruction, mais aussi de catastrophes et de régénération. Et dans ces cycles continus, on se rend compte que la présence humaine, par exemple, est très limitée. On est à 4-5 mètres, on n'est déjà plus là, on n'a pas encore apparu. Et qu'aussi, l'histoire ne s'écrit pas comme des strates, mais elle s'écrit comme des actions, comme disait Khalil, c'est-à-dire que les civilisations continuellement réutilisent les pierres des autres civilisations et reconstruisent quelque chose. Et donc c'est une façon de réfléchir à ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène, c'est-à-dire l'action de l'homme sur son environnement et sur la géologie, et de réfléchir aussi notre rapport à l'histoire et au temps. Très rapidement sur l'anthropocène, c'est des géologues qui s'interrogent sur est-ce que l'homme est devenu aujourd'hui... Est-ce qu'on a changé d'ère, en gros? Officiellement, on est dans l'Holocène. Mais est-ce que l'homme, aujourd'hui, est devenu une nouvelle force géologique? Avec la fracturation, la bétonisation, le changement climatique. Et donc, ils réfléchissent à ça et ils ont besoin des artistes pour pouvoir se représenter cette formulation. Cette question est une question qui, pour nous permet de réinterroger aussi nos pratiques artistiques, aussi bien comme ici on voit le recours à la photographie, mais aussi au dessin et à la description, qui sont 3 régimes d'images qui vont venir réfléchir sur les modes de transmission des savoirs. Et aussi la sculpture avec cette résine un peu qu'on a inventé pour pouvoir regarder les choses à la verticale, tout ce qu'il y a sous nos pieds. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une discontinuité, une unconformity. Une unconformity, c'est quand 2 couches qui ne sont pas censées être côte à côte se trouvent tout d'un coup en présence du fait d'une catastrophe. C'est une rupture, en fait, dans l'histoire. Et ce qui est très étrange, peut-être pour finir, on peut dire qu'on est parti de ce projet un peu comme ça aussi spontanément. On a trouvé ça, on a été fascinés par ces boîtes, par ce passé, par tout ce qu'il y a sous nos pieds, tout ça. Et petit à petit, en parlant avec les géologues, ils n'ont pas arrêté de nous parler de latence, de persistance dans le temps, dans l'espace, d'invisibilité, de traces, en fait, de tout ce qui, au départ, pour ceux qui connaissent un peu notre travail, on a énormément travaillé sur la latence. On a fait des installations qui s'appellent images latentes, images rémanentes, images persistantes, enfin, toutes ces choses-là. Et donc, tout d'un coup, on s'est trouvé confronté à quelque chose qui nous re-questionnait aussi sur ces termes qu'on a utilisés, qu'on a travaillé sur ces pratiques-là. Et surtout, ça a re-questionné ce pourquoi on a commencé à travailler d'une certaine façon. Au tout début, j'ai dit que du fait des contextes spécifiques, du rapport avec les histoires des guerres civiles, etc., on avait un problème avec la narration, avec l'histoire,
avec l'écriture de ces histoires-là. Il s'avère que ces lieux qui ont été détruits ont néanmoins permis de raconter une histoire de la ville. Et aujourd'hui, étrangement, on connaît mieux l'histoire de Beyrouth du fait de sa destruction que par exemple l'histoire de Paris. Paris est une ville-musée. Aujourd'hui, des fouilles archéologiques, à part dans certains lieux qui sont destinés à ça, sinon les autres se passent dans des caves. Donc, alors qu'à Beyrouth, aujourd'hui, du fait de sa destruction, on a réussi à constituer un savoir. Ce qui est très intéressant dans cette dernière installation, c'est qu'on part d'un film qui documente les différentes étapes de forage et ensuite de tri de tout ce qu'on sort dans ces carottes, et qu'il suffit de se tourner sur soi-même. Si vous allez, vous faites un petit travelling sur vous-même, sur les lieux d'exposition, et on découvre ces carottes. Donc, on découvre l'artificialité de votre geste, parce que ces carottes sont des objets magnifiques, parce que vous saisissez, vous éternisez en quelque sorte toutes ces pierres dans un liquide que vous avez inventé. Vous êtes des alchimistes, hein. Vous avez inventé. On a fait appel à des alchimistes. Avec une transparence qui permet à la lumière vraiment de détailler tous les détails, et en même temps, vous inscrivez à votre corps défendant des espèces de figures transparentes, translucides, qui sont des gouttes d'eau qui ont échappé à votre vigilance. Donc on a entre la prise de vue du carottage à votre travail de transposition artistique, on a vraiment l'esquisse de ce parcours qui est celui proprement d'artiste tel que vous l'êtes. Parce que ça reste aussi une question très cinématographique de savoir, parce que continuellement dans cette exposition se posait la question du plan d'ensemble et du détail, du macro et du micro. Dans le film, il y a toute une partie où les pierres sont des marqueurs de temps, donc on les regarde au microscope à balayage, et en fait, ça devient des trucs absolument fous. Donc comment, finalement, on a besoin du tout pour comprendre, mais on a aussi besoin du détail, et comment on va s'en sortir. Et c'est des questions continuelles quand on fait des films, de comment je vais exposer les choses, comment je vais montrer un détail de tout ça. Et donc, finalement, nous, en faisant ce qui semble très éloigné du cinéma, on n'arrête pas de se questionner sur ce geste-là. Ça, ce sont des images microscopes des pierres. Des marqueurs historiques. Y a-t-il, pour essayer de conclure, une remarque, une intervention de votre part? Non? Bertrand Baquet, alors un instant. Un micro pour monsieur. Bien. Oui, non, c'était plutôt une remarque. Moi, je suis votre travail, il se trouve, depuis pas mal de temps. Et donc, je comprends très bien comment votre démarche, au fond, vous amène de fil en aiguille à développer des véritables pensées. Je pense à votre film sur la fusée, je pense à ce qu'on vient de voir. Mais vous allez, je me rappelle très bien que vous disiez toujours, au fond, c'est le sujet qui va appeler la forme que va trouver en effet l'exposition, ou le film ou l'exposition sur son chemin. Mais malgré tout, j'ai une petite nostalgie de Je veux voir ou d'autres films comme cela. Et du coup, je me dis, mais quel est le grand projet cinéma qui vient? Ça ne veut pas dire que c'est plus ou moins bien, mais ça veut dire quand est-ce que vous allez retrouver un peu ce type de dispositif, enfin dispositif de film en tout cas. Ça va être difficile de retrouver ce dispositif de Je veux voir, mais effectivement, on est en train de préparer un film de cinéma, un film de fiction qu'on va tourner dans quelques mois, dont on a une partie de financement et sur lequel on travaille depuis un moment. Et toujours sur le Liban C'est un film qui va se passer entre le Canada et le Liban. Et qui est inspiré de cahiers que j'ai écrits durant mon adolescence à une amie pendant des années. En fait, je lui ai écrit tous les jours de 1982, de l'âge de 13 ans en fait à l'âge de 18 ans. On s'est écrit tous les jours et on s'est changé ses cahiers parce qu'elle vivait à Paris. Et on s'est perdu de vue en fait pendant très 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 longtemps. Et on s'est retrouvés il y a 3 ans et on s'est échangé nos cahiers. Et basé sur ces cahiers, on a fait une fiction parce que ces cahiers étaient absolument sidérants, étant donné que je lui raconte tout jour après jour.
Et bien sûr, il y a la guerre qui se passe, mais c'est vraiment en toile de fond, parce que ce qui nous intéresse, c'est tout à fait autre chose, elle et moi. Donc, on va faire quelque chose autour de ça. En fait, c'est sur le changement paradigmatique de l'image. Parce que c'est... On va parler comme ça. D'accord. Joanna a détaillé... Partie plus sentimentale. Mais Joanna n'envoyait pas un cahier. Elle envoyait des cahiers. Elle écrivait 40 ou 50 pages par jour. Donc on sait ce qu'elle mangeait, on sait ce qu'elle buvait, on sait ce qu'elle avait dit. Et elle a une retranscription minute par minute de ce que je lui ai dit à cette époque-là, avec les commentaires déjà. Mais quand elle a reçu ces cahiers-là, elle a remarqué que son histoire ne correspondait pas du tout à ce qu'elle nous avait raconté. Et il y avait une unconformity terrible ici entre ce qu'elle m'avait dit et surtout ce qu'elle avait dit à notre fille. Or, notre fille avait exactement l'âge qu'elle avait dans les cahiers, et donc notre fille y voyait l'occasion de comprendre enfin les choses de la vie autrement que par des paroles. Et donc, elle était très, très, très curieuse et voulait absolument les lire. Et donc, ça a été tout un débat. Est-ce que tu peux avoir un accès direct à ça ou Est-ce qu'il fallait laisser notre fille de 13 ans lire la vie de sa mère au même âge, mais de 13 à 18, tout d'un coup d'avoir toute l'adolescence de sa mère, et comme disait Khalil, un peu en détail quand même, et c'était une question vraiment très intéressante, et on a décidé, comme on ne voulait pas se la poser dans le réel, on l'a juste enlevé les cahiers, on s'est dit on va se la poser dans un film. Mais avec vous, on va se poser la question, est-ce que les cahiers sont les cahiers manquants que vous inventez pour que le film se fasse? On n'invente jamais rien, en fait. C'est ça, c'est qu'il y a une suspicion constante sur le fait qu'on invente toutes les choses, mais en réalité, on n'invente pas. C'est comme... on est toujours très fidèle à ce qui nous arrive. Mais parfois, ça a l'air pas vraisemblable. Tu disais la vertu de la fragilité, de la précarité. Ce film aussi va s'inscrire dans cette démarche d'un certain inconfort? Je ne sais pas encore, parce qu'on n'a pas, là pour le moment on écrit un scénario, mais sûrement qu'on ne le donnera pas aux acteurs, comme on a toujours fait. On attendra que les acteurs nous surprennent, parce qu'ils font beaucoup mieux que ce qu'on fait d'habitude. Donc d'habitude, on ne leur donne pas le scénario, mais on leur donne une situation, on les rassure, et on essaye de voir s'ils ne peuvent pas nous mener beaucoup plus loin, ce qu'ils font d'habitude, que ce qu'on aurait pu leur faire faire. Donc oui, pour ça, je pense qu'on va reprendre certaines méthodes comme ça, et travailler de cette manière, et voir ce qui va se passer. Vous travaillez depuis une vingtaine d'années ensemble. Aujourd'hui encore, demain encore, cette motivation, ce besoin, cette urgence peut-être ressentie d'engager des projets? Oui, je ne sais pas. Enfin, disons que pour le moment, chaque fois qu'on a un projet, on se dit on n'est pas sûr qu'on va le faire ensemble, mais finalement, on finit par le faire ensemble. Ce qui est important, c'est que pour nous, c'est vraiment un projet de vie, cette histoire-là. Ça, c'est Khalil qui... L'épreuve accablante. Non, c'est ça que je voulais montrer. Joanna faisait ça chaque mois. Ses humeurs. Et la dernière question, évidemment, c'est qu'on dit en montage cinématographique 1 plus 1 égale 3. Oui. 1 plus 1, ça fait 3 votre œuvre. Mais comment, quand même d'un mot, pourquoi et comment vous êtes toujours dans ce binôme pour travailler? En quoi consiste la complémentarité et qu'est-ce qui nourrit les conflits? En fait, souvent, on est plus que deux. Parce qu'on fait appel à beaucoup de gens. Quand on fait un film, déjà, on est très nombreux. Quand on fait, même là, sur le dernier projet, on a travaillé avec des archéologues et des géologues libanais, français, grecs. Il y a énormément d'intervenants dans ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on aime beaucoup. On croit énormément à la rencontre et à la collaboration. C'est quelque chose de très profond chez nous. Et c'est ce qui nous permet d'avoir cette liberté. Parce que nous,
ce qu'on défend vraiment, c'est une absence de frontières. C'est-à-dire, si on veut on commence à faire un film, et puis que ça devient une installation, puis que ça redevient une vidéo, puis que ça devient un peu de tout, puis il faut y aller. Puis tout d'un coup, on fait une performance. On aime beaucoup cette idée de pouvoir changer des médiums, donc d'être dans cette liberté. Et je crois que ce qui nous plaît, je parle en mon nom, mais c'est cette interaction continue qui fait qu'il y a une émulation. C'est ce qu'on aime aussi. Khalil, ce sourire qui n'en est pas un. Si, parce que le travail à deux a ceci de particulier qu'il est beaucoup plus fatigant. Étant donné que, par exemple, si j'étais venu ici seul, j'aurais sûrement dit des choses que je connais par cœur et qu'elle connaît par cœur. Donc, en étant ensemble, il y a aussi... Je m'adresse à vous, je m'adresse à toi, Jean, mais aussi je m'adresse à elle. Donc, il y a tout le temps une façon de ne pas se répéter, d'essayer de retrouver du vivant. Pour ne pas momifier les choses. Si on ne travaille pas ensemble, je pense qu'on ne vit plus ensemble, parce qu'on ne fait que travailler. On travaille jour et nuit, on parle tout le temps. Donc, bon, oui, mais disons que c'est un moteur énorme dans notre vie. Donc, si on travaille vraiment tout le temps. Donc, c'est pas du travail. En même temps, on dit travail, mais c'est autre chose. Mais donc, je pense que c'est aussi... c'est pour ça que je dis que c'est un projet de vie, dans ce sens. Johanna Adit Thomas, Khalil Jorej, merci beaucoup. Merci. Merci.